J'ignore en fait sur quoi sont fondées les données qui figurent dans ce tableau. Peut-être elles sont exactes, mais peut-être elles ne le sont pas. Et pour ma part, je serais plus prudente puisqu'elles préviennent de l'ADAC, qui a été mis en cause en 2014 pour avoir reconnu la manipulation au profit de Volkswagen d'un vote sur la voiture préférée des Allemands, et pour avoir reconnu que les 9 années précédentes, les 9 précédents votes avaient également été truqués au profit de Volkswagen. Donc je vérifierai la réalité des données qui nous sont communiquées. Je voulais revenir quand même sur ce qu'ont dit plusieurs de nos collègues, parce qu'en fait, quand on regarde l'historique de la révélation de ce scandale, sans même évoquer les informations qui sont données aujourd'hui sur les échanges avec le fabricant à partir de 2007. La norme américaine de 2008 était particulièrement exigeante concernant les NOx, et à partir de là, il paraissait assez évident que sans une technologie de traitement des NOx satisfaisante, elle ne pouvait pas être atteinte. Les testings de l'ONG ICCT ont commencé en 2013. En 2014, il y a déjà eu des échanges avec l'autorité californienne CARB. En 2014, Volkswagen a rappelé 500 000 véhicules aux États-Unis pour un correctif informatique. Donc, par rapport au discours d'humilité qui est tenu aujourd'hui, en fait, le groupe, ce n'est pas au niveau de Volkswagen France, mais avait eu 1000 fois l'occasion de reconnaître l'usage du defeat device, comme on dit, et d'en informer les autorités et les consommateurs européens. Donc, c'est aussi là qu'il y a un problème. Moi, je voulais revenir sur vos échanges avec les autorités françaises, puisque vous nous avez donné les dates de réunion qui ont précédé les déclarations ministérielles, dont vous nous dites que vous les avez appris par voie de presse lorsque la ministre de l'écologie a, je cite ces mots, confirmé la tricherie de Volkswagen. Et il y a un point en particulier que je voulais élucider. Lorsque nous avons auditionné Laurent Michel, le directeur de la DGEC, il nous a dit que c'était l'administration française qui avait enjoint Volkswagen de cesser toute vente de véhicules neufs équipés du fameux logiciel, tandis que tout à l'heure, vous nous avez dit que c'était une décision du 12 octobre de cesser ces ventes. Je sais qu'en Espagne, par exemple, c'est le cas, c'est-à-dire que c'est Volkswagen qui a pris la décision de cesser vente des voitures Euro 5, hein, pour faire simple. Donc, est-ce que vous pouvez nous aider à clarifier ce point? C'est-à-dire, pour ce qui concerne la France, est-ce que ça a été une décision de Volkswagen ou est-ce que ça a été une injonction des pouvoirs publics? Non, mais je peux vous confirmer clairement que moi j'ai été très rapidement en contact avec un des collaborateurs de M. Michel, hein, la DGEC, et qu'effectivement nous avons décidé d'arrêter la commercialisation des Euro 5 le 12 octobre. Le courrier, je pourrais vous le communiquer, le courrier d'information a été communiqué, donc le 12 octobre c'était un lundi je crois, et je crois qu'on a dû informer le réseau le vendredi qui a précédé, c'est-à-dire le 9 octobre, donc effectivement c'est une mesure qu'on a prise nous-mêmes. Alors après, en termes de... C'est que sur les neufs, hein, excusez-moi. Comment ? C'est que sur les véhicules neufs. Oui. Ça ne concerne pas les véhicules d'occasion en vente dans Non. votre réseau. Non, c'était les véhicules neufs. Bon, après, moi, encore une fois, je ne peux pas vous parler, je ne suis pas habilité à vous parler d'abord parce que je ne sais pas, je n'ai pas les éléments de ce qui se passe aux États-Unis. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est qu'effectivement, il y a à la lecture suite à ces événements, donc il y a des procédures d'investigation qui sont en cours dans le groupe, avec à la fois la justice allemande, il y a des audits internes, mais également externes. Donc le groupe a mandaté le cabinet d'avocats Jones Day, qui est pignon sur rue aux États-Unis, et le cabinet Deloitte pour conduire une mission d'investigation pour comprendre ce qui s'est passé.
Et c'est en cours. On n'a pas encore aujourd'hui les résultats détaillés. Il y a eu quelques éléments partiels qui ont déjà été communiqués. Il y a un engagement du groupe de faire une communication plus approfondie en avril. Et probablement que l'investigation prendra encore plus de temps. Mais l'objectif du nouveau management du groupe, il faut savoir que dans le groupe, je dirais qu'aujourd'hui, 80% du management a été changé depuis ces événements. Il y a quand même eu un gros changement lié à des choses évidentes qu'on peut comprendre, lié aussi à des réorganisations. Mais voilà, il y a un nouveau management et qui, et je leur fais complètement confiance, s'est engagé à faire toute la lumière sur ce qui s'est passé au travers de ces différents, encore une fois, audits externes et internes, pour qu'effectivement on comprenne ce qui a pu se passer et qu'on en tire les conséquences et que ça ne se reproduise pas. Une petite demande de précision. Compte tenu de vos explications, on peut comprendre qu'en Europe, le logiciel incriminé n'était pas absolument indispensable. Pourquoi a-t-il été installé dans ces conditions? Pardon, oui. Votre question, c'est Est-ce que c'est pour des raisons de commodité industrielle ou à partir du moment où il n'est pas absolument indispensable à la performance in fine du véhicule compte tenu de la réglementation européenne, pourquoi a-t-il été installé sur les véhicules destinés au marché européen? Je crois il y a un logiciel qui a été installé sur les moteurs EA 189 diesel et ce moteur équipait, ce logiciel équipait l'ensemble des moteurs. Voilà, donc aux États-Unis comme en Europe. Alors, y a-t-il d'autres questions, Madame la rapporteure? Donc, je voudrais revenir sur le 1,6 litre. Je cite le journal L'Argus. En revanche, la mesure qui sera appliquée au 1,6 litre TDI au cours du 3e trimestre a de quoi surprendre, alors que le patron de Volkswagen Angleterre a révélé qu'il faudrait sûrement remplacer les injecteurs. Le groupe s'en tire avec une refonte du logiciel destiné à optimiser la quantité d'injection et le montage d'un régulateur de flux d'air. Ce dernier est censé calmer le flux en amont du débitmètre et améliorer sa précision. Ce système détermine le débit massique de l'air, essentiel pour optimiser la combustion. Un tamis en plastique, on n'est pas ingénieur, mais un tamis en plastique d'une dizaine d'euros, une demi-heure de main-d'œuvre et l'affaire est dans le sac. En découle une première interrogation. Pourquoi Volkswagen ne l'a-t-il pas installé auparavant et pourquoi avoir pris de tels risques? Comme vous, un bateau, je ne suis pas ingénieur. Donc, et j'ai tendance à répéter ce que j'ai dit par le fait que le KBA a aujourd'hui validé cette solution technique. Donc, le KBA étant l'autorité de régulation, moi j'ai tendance à faire confiance effectivement aux conclusions du KBA. Encore une fois, le KBA, c'est l'UTAC en France. Après, pourquoi ça n'a pas été fait avant? Encore une fois, je vous ai répondu qu'on parle de systèmes qui datent d'il y a plus de 10 ans et qu'effectivement, entre-temps, notre connaissance technologique a évolué et qu'il y a des solutions aujourd'hui qui existent, qui n'existaient pas il y a 10 ans. Alors, je pose mes dernières questions. Sur la question des responsabilités, vous avez évoqué les audits internes. On est dans les procédures judiciaires, donc c'est pour ça que je ne les aborde pas. Moi, je voulais vous interroger sur vos choix technologiques sur le NOx pour maintenant et pour l'avenir, en fait. En système de traitement des NOx, est-ce que vous nous avez parlé de l'abandon de la publicité DAS Auto? Est-ce que la publicité sur le clean diesel va aussi être abandonnée? Et quelle est la solution technique de référence, alors soit pour le groupe, soit pour les différents constructeurs, en matière de traitement des NOx? Je voulais vous interroger aussi, je pose les trois d'un coup, sur l'affaire dans l'affaire ou fausse affaire du CO2. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le groupe avait annoncé qu'il y avait aussi des écarts plausibles importants concernant le CO2. Ça avait même donné lieu à une lettre qui a été adressée à Michel Sapin
du groupe indiquant que Volkswagen prendrait en charge les conséquences fiscales à la place des consommateurs si ce problème était confirmé. Et puis ensuite, ce problème n'a pas été confirmé, mais tout en disant sur presque tous les modèles. C'est-à-dire quand on dit sur presque tous les modèles, ça veut dire qu'il y a quand même des modèles concernés par ce problème sur le CO2. Donc si vous pouviez nous en parler. Et sur cette question de la consommation, des magazines de presse automobile français, notamment Auto Plus, mesurent régulièrement les écarts en fait, entre les chiffres de consommation constructeurs et la réalité, bon, ce qui renvoie à la question des protocoles que vous avez abordé tout à l'heure, avec des écarts pour Volkswagen qui étaient en moyenne de 55 à 65% et qui montaient sur les hybrides à 140%. Et puis ma troisième question, c'est de revenir sur celle que la présidente vous a posée tout à l'heure, sur la question de la réparation du préjudice. Les clients américains bénéficient d'un dédommagement de 1 000 $. Volkswagen a aussi annoncé aux États-Unis qu'il serait prêt, je mets au conditionnel, à racheter 115 000 véhicules. Vous nous dites que les rappels sont gratuits, j'allais dire c'est la moindre des choses. Le 22 janvier, la Commission européenne, après avoir reçu Matthias Müller, a demandé une nouvelle fois que les consommateurs européens soient traités de la même manière que les consommateurs américains. Et donc, c'est ma dernière question, de savoir comment il est répondu à la demande qui me paraît légitime de la Commission européenne. Alors, sur les technologies NOx, notre réponse, ça sera clairement la technologie SCR avec les ajouts d'AdBlue. Hein. Bon, je ne rentre pas plus dans le détail parce qu'encore une fois, je ne suis pas un spécialiste. Sur le CO2, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Les différentes démarches d'investigation dont j'ai parlé, à la suite de l'affaire du NOx, ont identifié, après les événements du NOx, ce que l'on a considéré dans un premier temps comme des irrégularités sur certaines valeurs de CO2. Et ce qui a amené notre président, dans un souci justement conforme, voilà, à cette nouvelle culture de transparence, de tout de suite communiquer sur, il y a peut-être potentiellement 800 000 véhicules en Europe, là on parlait de l'Europe, éventuellement concernés par des différentiels de CO2. Ensuite, donc, on avait pris 2 engagements tout de suite, immédiatement, donc effectivement, qui ont été communiqués aux différents ministères, ministres des Finances et de l'écologie concernés, sur le fait que on prenait 2 engagements. Donc, c'est faire réhomologuer tous les véhicules concernés et assumer les conséquences fiscales si effectivement, puisque le CO2, contrairement au NOx, peut avoir des conséquences fiscales, assumer les conséquences fiscales pour que ce ne soit pas le client qui soit bien sûr pénalisé. Alors ensuite, l'investigation a été conduite. Et en fait, c'est un sujet assez complexe sur les homologations de CO2 entre les normes sur banc et après les normes en situation de production. Il y a des niveaux de tolérance, etc. Donc je ne rentre pas dans le détail, mais le sujet est assez technique. Et le fait est qu'effectivement, le sujet s'est en quelque sorte un petit peu dégonflé, puisqu'effectivement, aujourd'hui, on a identifié que très peu de modèles concernés par des écarts de CO2, donc qui feront l'objet de réhomologation. Donc pour prendre l'exemple, enfin le cas concret de la France, on a aujourd'hui 7 modèles. On n'a que 7 modèles concernés, dont un est arrêté, donc en fait 6, et ça représente un volume de 1600 véhicules très précisément, mais avec des écarts infimes entre 2 et 3 grammes de CO2, donc qui n'ont pratiquement aucun impact sur des changements de tranche de bonus CO2. Donc en fait, le sujet, effectivement, je pense que, alors certains ont dit on a réagi un peu trop vite, mais je crois que c'était une volonté de bien montrer aussi en interne qu'il y avait un changement de culture et que maintenant on voulait vraiment, dès qu'il y avait un problème, ne pas le cacher et au contraire le communiquer. Voilà, mais le sujet aujourd'hui en est là. Alors après,
sur votre question, bien sûr, importante sur les préjudices et la réparation et la comparaison avec les États-Unis. Alors, les situations sont très différentes. La législation est différente. On en a parlé tout à l'heure. 31 mg, 180 mg. Le NOx est une donnée contractuelle aux États-Unis. Elle n'est pas en Europe. Si vous prenez, je vous ai amené avec moi, un bon de commande, un tarif, si vous voulez, il n'est nulle part mentionné le NOx dans l'acte de vente que l'on fait. Donc ça, c'est une deuxième donnée. Et puis, troisième donnée, autant, on a longuement parlé, les solutions techniques en Europe sont aujourd'hui validées pour tous les modèles par le KBA, n'ont aucune conséquence sur les prestations du véhicule. Aux États-Unis, ces solutions ne sont pas validées. Les véhicules sont bloqués à la vente. Aujourd'hui, un client qui roule en EA 189 aux États-Unis ne peut pas revendre son véhicule. Et on ne sait pas combien de temps ce véhicule sera encore bloqué, puisqu'on n'a pas le timing précis sur les solutions. On ne sait pas combien de temps prendra la solution technique à être mise en place. Autant en Europe, on parle et on le fait, je l'ai fait vendredi, d'une demi-heure d'opération de mise à jour du logiciel. Aux États-Unis, on est dans un brouillard complètement total. Donc tout ça pour dire que les situations sont tout à fait différentes. Et aujourd'hui, effectivement, on considère qu'il n'y a pas de préjudice pour nos clients dans la mesure où nous allons faire en toute transparence donc cette opération de rappel, bon, je vais parvenir sur ce que j'ai dit, qui doit faire en sorte que ça se passe de façon le plus transparent et sans désagrément pour nos clients. Donc, pour toutes ces raisons, effectivement, on considère que la situation est tout à fait différente de la situation aux États-Unis. Je voudrais quand même indiquer que quand on est à 1700 mg de NOx, on est très loin, même avec un coefficient de 2,1 des 180 mg de la réglementation européenne, qui en effet n'est pas dans le document remis aux consommateurs, mais qui est dans la norme d'homologation. Donc moi, ce que je déduis de votre réponse, et c'est un commentaire, c'est que l'affaire aurait dû entraîner le retrait des homologations et que la réaction des pouvoirs publics américains décidant de l'interdiction de vente de tous les véhicules concernés a sa légitimité et sa logique, mais ce qui renvoie à la gestion par les pouvoirs publics européens de cette affaire. Chers collègues, y a-t-il encore des questions ou des explications à nous donner? Donc on peut considérer cette audition comme terminée. Rendez-vous demain matin à 11h30.